Depuis ce matin à Niamey, des assises de la réunion du comité central du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme. Durant 48 heures, les participants passeront au peigne fin des rapports sur la vie du parti. Visite hier du ministre de l'Équipement sur les chantiers des travaux d'aménagement et de bitumage de la route Filengue à Bala. Il s'agit pour le ministre de l'Équipement d'aller s'inquérir de l'état d'avancement des travaux sur ce chantier. Et puis pour sa part, le ministre d'État et président du comité d'organisation de la fête du 18 décembre édition 2014 était hier sur les chantiers en construction de la commune urbaine de Dosso. Les échos dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous pour cette grande édition d'information sur la télévision Dunia. Comme je l'annonçais tantôt, le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, le PNDS Tareya, a tenu ce matin au palais de congrès de Niamey les assises de la réunion du comité central du dit parti, des assises qui permettront au parti présidentiel de parcourir au peigne fin plusieurs rapports concernant la vie du parti. Imassé. C'est dans un palais de congrès de Niamey, plein comme un œuf, que se tenues les assises des travaux du comité central du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Tareya. Des travaux qui visent entre autres objectifs la présentation des rapports des fédérations sur la réalisation du programme de renaissance, de la présentation du rapport de l'organisation des femmes Tareya et de la présentation du rapport de l'organisation des jeunes Tareya. Le président du bureau exécutif fédéral de la région de Niamey a dans son mot souhaité la bienvenue aux différentes délégations venues de l'intérieur du pays et de la sous-région. Procédant à l'ouverture officielle des assises, le président du bureau exécutif national du PNDS Tareya a rappelé toute l'importance de ce comité central qui est d'ailleurs la deuxième grande instance du parti après le congrès. Il est par la suite revenu sur les différentes péripéties que traverse le pays. La situation politique de notre pays a été marquée au cours du mois de mai dernier par une certaine tension liée au comportement de l'opposition en rapport notamment avec la promesse faite par celle-ci le samedi 28 décembre 2013 à l'occasion de son fameux meeting qu'elle avait tenu le jour même de l'ouverture des assises de notre 6e congrès. Ce jour-là, vous vous souvenez, ces dirigeants avaient promis de nous chasser du pouvoir comme, avaient-ils dit, les Égyptiens et les Tunisiens avaient en 2011 chassé les dirigeants de leur pays. En leur répondant, le lendemain, dans mon discours de clôture du Congrès, je leur avais souhaité, vous vous souvenez, bien du plaisir. Cette promesse de l'opposition a connu un début d'exécution à partir du 20 mai à travers l'attaque du domicile du député Ben Omar, l'incendie du siège national de notre parti, la violente mobilisation, la violente manifestation des étudiants et les manifestations assorties de tentatives de barricades dans les rues de Niamey. Ces événements devaient, semble-t-il, donner le la pour le printemps nigérien annoncé le 28 décembre. Leur échec a été d'autant plus retentissant qu'il procédait d'une conspiration conçue et exécutée par des personnes archi-minoritaires qui n'avaient en vue que la violence et le pari de la déstabilisation qu'elle était censée générer.
Bazoum Mohamed s'est aussi penché sur le dernier rang qu'a occupé le Niger selon le dernier classement du PNUD. Ces commentaires suite à la dernière publication par le PNUD de son rapport annuel sur le développement humain dont elle a voulu se saisir pour mettre en évidence ce qu'elle considère comme étant notre échec, voire même notre déchéance. Nous, parce que nous sommes sérieux, avons décidé. Nous, parce que nous sommes différents d'eux et parce que nous sommes sérieux et rigoureux, avons décidé de regarder le problème de plus près afin d'en bien comprendre le sens et de le prendre en charge avec rigueur. Loin de récuser fondamentalement les chiffres avancés par le PNUD, nous sommes convaincus même qu'ils sont le reflet plus ou moins exact d'une réalité sur laquelle il ne sert à rien de se voiler la face. Car si même ces dernières années, en particulier depuis 3 ans que nous sommes au pouvoir et en vous référant aux textes publiés par le PNUD, vous vous rendez compte des avancées significatives qui ont été notées pendant ces 2 années, même donc, en dépit de cette avancée, la situation de notre pays s'est considérablement améliorée, notamment dans les domaines de l'espérance de vie, de la baisse de la mortalité infantile, de la lutte contre la faim, des investissements, de la croissance du PIB. En dépit donc de ces évolutions, force est de reconnaître que dans d'autres domaines, notre situation est loin d'être réjouissante. 2 jours durant, cette grande instance du parti, qu'est le comité central, statuera sur plusieurs questions d'intérêt général concernant la vie du parti et les dispositions à prendre pour une meilleure préparation en vue des futures échéances électorales. Politique toujours avec le juge de référé qui a rendu ce week-end à Zender une décision provisoire sur l'exclusion de certains membres du mouvement national pour la société de développement, le MNSD Nassara. Dans cette décision, le juge a notamment demandé la suspension immédiate de toutes les décisions prises lors du Conseil national du parti tenu à Zender. Là-dessus, je vous propose d'écouter l'avocat de l'El Al-Badé, Maître Kadri Ali, qui nous donne d'amples explications. Nous étions surpris quand nous avons appris qu'à travers les médias, que le MNSD Nassara est sorti pour dire qu'ils ont gagné le procès. Seulement nous disons qu'il ira bien, il ira le dernier, puisque la question n'a même pas été tranchée au fond. Ils sont en train de jubiler. Donc ce matin, nous sommes partis devant le juge à 11h. Nous avons repris les débats en la forme et au fond. Et tout à l'heure, à 16h, le juge a rendu la décision dont la teneur suit. Le juge a rejeté l'exception d'incompétence, d'irrecevabilité et de litispendance soulevées par le MNSD Nassara. C'est-à-dire toutes les exceptions qui ont été soutenues par le MNSD Nassara, le juge les a rejetées. Le juge a reçu la requête, c'est-à-dire les demandes de Al-Badé Abouba, la demande de Mahamadou Sada, la demande de Wassalke Boukani, Alma Oumarou, Ada Chefou, Amor Salifou, Siraj Isaka, Hassan Deli, Issouf Oumar. En substance, toutes les résolutions que le Conseil national avait adoptées, le juge de référé dit qu'ils doivent surseoir, c'est-à-dire qu'ils doivent arrêter l'exécution de ces décisions-là en attendant que les juridictions tranchent le fond du dossier.
Et puis, comme vous l'avez constaté, nous recevons sur ce plateau ce soir un invité. Il s'agit de M. Issaka Siraji. Il est membre du bureau politique du MNSD Nassara au titre de la région de Zender. Et comme vous l'avez également certainement remarqué, nous allons donc parler avec Siraj de cette affaire qui concerne le parti MNSD Nassara, notamment dans son chapitre judiciaire. Alors, Siraj, le juge de référé donc, vient de prendre une décision provisoire sur l'exclusion de certains membres du mouvement national pour la société de développement, le MNSD. Alors, des membres dont vous faites également partie, quel commentaire vous inspire cette décision rendue par le juge? Merci bien, Maudit, de cette occasion que vous m'avez donnée pour tenter d'apprécier et de commenter l'intervention de l'avocat tout de suite. Donc, il s'agit simplement de dire aux militantes et aux militants du MNSD Nassara et de l'opinion nationale et internationale que la messe, c'est-à-dire la prétendue réunion du Conseil national tenue à Zender le 2 août 2014, cette réunion-là, il faut certainement le dire sur ces plateaux, que la justice de notre pays vient d'annuler la prétendue réunion du Conseil national et de toutes les décisions qui en sont issues avec exécution, minute par minute, avant enregistrement. Nous avions opté, Moudi, à un certain temps d'observer le silence, parce que notre parti mérite un tant soit peu du respect. Donc on a constaté que nos amis politiques d'en face profitent de l'occasion pour intoxiquer l'opinion nationale et internationale, et même le militant du MNSD, soit disant que la justice leur a donné raison. C'est absolument faux. Aujourd'hui, la justice de notre pays vient de dire le droit, rien que le droit, et qu'il faut que ces spéculations et ces supputations s'arrêtent. C'est pour cette raison qu'on a commencé effectivement à prendre attache avec la presse pour informer l'opinion nationale et internationale de faire extrêmement attention avec ces spécialistes de mensonges et des faux usages de faux. Alors, c'est là justement le juge précise à ce niveau qu'il s'agit bien d'une décision provisoire. Alors, en attendant de la rendre effective, cette décision, comment on devait encore continuer à vous considérer? Est-ce que vous continuez encore à être des militants à part entière du parti MNSD? La raison pour laquelle je suis là sur le plateau, nous sommes membres entiers de notre parti. Nous sommes effectivement plus légitimes que ceux qui prétendent nous exclure. Nous avions observé la responsabilité. Pour nous, un parti politique n'est pas une entreprise ni une famille. On ne décide pas rapidement de qui rentre et qui sort. On a décidé en toute responsabilité de laisser nos amis spéculer et faire les supputations. Parce qu'à notre connaissance, au niveau du MNSD, les textes de notre parti ont parfaitement organisé le fonctionnement du parti. Donc on a constaté que ce n'est pas le cas de l'autre côté, parce qu'à un certain temps, on n'a pas eu ce qu'on veut. On voudrait rapidement s'auto-convoquer, échanger à tout bout de chemin les membres du bureau politique et de convoquer n'importe quel badaud pour assister aux instances du MNSD. Donc nous considérons que trop c'est trop et nous avions pris la responsabilité d'arrêter ça. Et c'est pour cette raison que quand les gens parlent, et je voudrais profiter de vos antennes pour effectivement attirer l'attention de certains responsables de presse et de certains journalistes, ce n'est pas responsable pour un organe de presse ou bien un journaliste de prendre une option purement politicienne pour soutenir un bord politique en conflit. Ce n'est pas responsable. Donc la justice de notre pays n'a jamais dit qu'on n'a pas raison. Nous avions observé les silences du point de vue de la responsabilité, parce que nous estimons la question du MNSD se règle à l'interne. Nous sommes confiants que c'est au niveau du congrès du MNSD, c'est au niveau du congrès que les différents et la question de légitimité qui n'a pas ça, c'est à cette instance que le problème se règle. Ce n'est pas dans la réunion, dans le communiqué, ou dans le brouhaha qu'on a l'habitude de constater ces derniers temps. Donc je pense que c'est très clair. Les militantes et les militants du MNSD nous ont fait toujours confiance et vous le savez très bien. En compétition, on ne choisit pas rapidement avec qui compétir. Il ne faut pas rapidement court-circuiter les choses et quand il y a ceux qui gênent, profiter des circonstances pour les exclure. On le savait très bien, le secrétaire général du MNSD inquiète terriblement les adversaires politiques.
Donc ce n'est pas de cette façon qu'il faut arrêter les choses, c'est au niveau du Congrès qu'il faut affronter l'adversité. Et c'est en ce temps que le militant et le militant du MNSD tranchent de qui doit diriger les MNSD. Mais est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à aller à ce congrès? Absolument oui. Je vous assure qu'à un certain temps, pourquoi? Parce que tout ce qui s'organise aujourd'hui, c'est parce que nos adversaires politiques d'en face, ils ont absolument conscience qu'on a la légitimité. Nous avions le soutien de la plupart des militantes et militants du MNSD. Pour eux, il s'agit simplement de profiter de cette circonstance, de cette occasion, du gouvernement d'union nationale comme ça pour dire non, on va régler des comptes X et Y. Ce n'est pas de cette façon que ça se règle. Il faut qu'on accepte effectivement d'aller au Congrès ensemble. Et en ces temps, comme ça, le militant et le militant du parti vont choisir qui va effectivement diriger les partis. Mais vous conviendrez avec moi aujourd'hui, de l'autre côté, comme ça, il y a un déficit absolu de légitimité qui se pose. Oui, mais là, vous venez d'être réhabilité par la justice. Quel serait donc votre mot de la fin pour... Nous pensons qu'effectivement, on a toujours eu confiance à la justice de notre pays. Nous savons absolument que ce n'est pas dans le brouhaha que les gens ont influencé la décision de justice. Ce n'est pas de cette façon qu'il faut influencer. Aujourd'hui, nous sommes absolument confiants parce que si on prétend les suivre dans leur logique, même nous, on va s'écarter de notre côté, comme on a plus de 70% des membres du bureau politique avec nous, profiter des circonstances pour dire qu'on a exclu, par exemple, M. Seni de la tête du parti. Mais on sait très bien que ça ne va jamais marcher, cette option-là. Ça ne marche pas de dire que tu exclus un membre, une instance, c'est-à-dire un bureau politique, s'autoproclame pour dire qu'il a exclu des membres. C'est du jamais vu dans l'histoire politique de notre pays. Et on le sait très bien que cette façon de faire ne marchera pas. Et donc, nous sommes absolument confiants et nous envisageons l'avenir du MNSD avec sérénité. Et bien sûr, dans un bref délai, vous verrez, Inch'Allah, la vraie option de légitimité sur Pétadieu, Inch'Allah. Siraji Issa, merci. Issaka, c'est bien sûr, merci. Et je rappelle que vous êtes également membre du bureau politique du MNSD Nassara au titre de la région de Zender. Et vous pouvez également rester suivre avec nous la suite de ce journal. Merci. Suite donc de ce journal, le ministre de l'Équipement a entrepris hier une visite sur les chantiers de travaux d'aménagement et de bitumage de la route Filingué à Bala Samna. Objectif, s'enquérir de l'état d'avancement des travaux sur ce chantier. S'enquérir du taux d'exécution des travaux et de l'entretien routier, tels sont les objectifs visés à travers cette visite du ministre de l'Équipement sur le chantier des travaux d'aménagement et de bitumage de la route Filingué à Bala-Samna. Ainsi, du chantier des travaux de revêtement, de l'atelier de la mise en œuvre de la couche de base, en passant par le plus grand ouvrage du chantier, l'atelier de terrassement et construction des ouvrages hydrauliques. Partout où le ministre est passé, il a reçu d'amples explications sur le fonctionnement et l'état d'avancement des travaux. Visite qui lui a permis de tâter du doigt la dégradation très avancée du tronçon Baleyara-Filingué. Cette visite nous a permis de constater l'état de dégradation et très avancé de la route Baleyara-Filingué. Et à ce titre, je pense que c'est le lieu d'inviter en tout cas les bailleurs, à savoir l'Union européenne, qui avait accepté de financer ce tronçon-là, de faire diligence pour que ce calvaire que vive la population de la zone puisse trouver une solution très rapide. C'est vrai, on est à pied d'œuvre pour que le lancement soit fait, mais c'est le lieu de demander en tout cas une diligence par rapport à ce tronçon. Démarré depuis le 25 octobre 2012 sur une longueur de 125 km, le tronçon Filingué à Bala-Samna, financé à hauteur de 30 milliards par la BOAD, la BIDC et l'État du Niger, est exécuté par l'entreprise China First Highway Engineering. Les travaux de ce chantier sont aujourd'hui à 42% d'exécution, un taux jugé satisfaisant par le ministre. Je suis en tout cas satisfait de ce que je suis en train de voir. Ça fait la deuxième visite que j'effectue sur le tronçon. Il faut dire que depuis la première visite, nous avions constaté qu'il y avait un retard qui a été accusé au niveau des travaux. Et le retard, en dépit de ce que nous avions eu à poser comme problématique par rapport à ces questions-là, le retard n'a pas pu être en tout cas réglé. Nous devons déjà le réceptionner
à la date d'aujourd'hui. Bon, il se trouve que nous avions un retard. Nous le comprenons très aisément. Nous allons nous y mettre ensemble avec nos cadres, l'entreprise et la mission de contrôle et aussi les autorités au plus haut niveau, en tout cas pour que des solutions idoines soient trouvées par rapport à ces questions. Comme tous les autres chantiers, les travaux d'aménagement et de bitumage de la route Filengue à Bala-Samna connaissent un grand retard de 12 mois de l'exécution des travaux. La réunion de synthèse marquant la fin de cette visite a porté sur les problèmes de cette lenteur qui sont d'ordre financier de la part de l'État et des bailleurs de fonds. Le retard dans le paiement de l'avance de l'entreprise, le manque de matériel, l'organisation et d'insuffisance des ouvriers au niveau de l'entreprise en charge des travaux. En attendant, un délai de quelques jours a été donné à l'entreprise afin de proposer des solutions à l'État du Niger pour qu'ensemble des mesures idoines soient prises afin de leur octroyer à nouveau un délai minimum pour l'exécution des travaux à 100%. De son côté, le ministre d'État et président du comité d'organisation de la fête du 18 décembre édition 2014 a effectué hier une série de visites sur les chantiers en construction de la commune urbaine de Dosso. L'objectif étant de constater l'état d'avancement des travaux. Aussi Abdraman. De la cité de la Renaissance au camp militaire Agali, en passant par diverses infrastructures en construction dans la ville de Dosso, notamment le stade, l'arène de lutte, la case de passage présidentielle, la tribune officielle, pour ne citer que celle-ci, la fête du 18 décembre se prépare à grands pas et sur tous les fronts, c'est-à-dire organisation, salubrité et sensibilisation des enjeux de cette fête pour la région de Dosso qui n'a connu de telles réalisations depuis 1979 lors du dernier festival en date dans la région. Cette fois, ce sont 53 chantiers qui sont en construction, dont pas des moindres, pour un coût de plus de 30 milliards de francs CFA. Dans un point de presse qu'il a animé à la fin de sa visite de terrain, le ministre d'État Albadé Abouba a réaffirmé l'attachement du président de la République à faire de Dosso un pôle d'attraction important en même temps que les autres régions du Niger. Les instructions du président de la République ont valeur de loi. À partir du moment où le président de la République a décidé de ce que le 18 décembre souhaite arriver à Dosso par train, les services concernés et les partenaires qui sont concernés doivent mettre tout en œuvre pour qu'il en soit ainsi. Je profite pour lancer un appel à l'ensemble de nos concitoyens, autant de la région de Dosso que l'ensemble des compatriotes du Niger, de faire en sorte qu'il en soit ainsi. Ce n'est pas seulement une question qui concerne le président de la République ou une promesse du président de la République. Quand la ligne de fer sera réalisée, là, ce n'est pas seulement le président de la République qui va l'emprunter. Les richesses que cette ligne va générer, ou les facilités que cette ligne va générer, tant pour les Nigériens que pour les pays riverains, je pense que ce n'est pas seulement une affaire du président de la République. Le président l'a dit, et je peux témoigner qu'il a toute la volonté pour que le 18 décembre, effectivement, la ligne arrive à Dosso. Et rien qu'avant-hier, je crois que nous étions en réunion avec les membres du comité afin de booster davantage encore la réalisation de cette ligne. Avec la réalisation de ces 53 grands chantiers, la région de Dosso bénéficie d'un investissement important. Une aubaine pour la redynamisation de l'économie et donc d'un développement social et culturel avéré. Sur un tout autre plan, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique a sillonné le département de Guidan-Rumji dans le cadre de la mission d'évaluation de la campagne agricole, une campagne qui est globalement en bonne évaluation, nous dira Alzouma Seni Soumaïla. Investi d'une mission capitale, celle de l'évaluation à mi-parcours de la campagne agro-silvopastorale, dans la région de Maradi, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique était dans le département de Guidarumji après avoir sillonné 7 des 8 départements de la région de Maradi. Visite en profondeur dans les champs de culture, visite auprès des banques céréalières, échange direct avec les paysans, la mission ministérielle
a recensé les problèmes qui assaillent la population rurale, de l'agriculture à l'environnement en passant par la sécurité des personnes et de leurs biens. Malgré les quelques difficultés observées, la campagne agricole évolue dans des conditions espérées dans le département de Guidarumji. Damuna yadda ta kama tana da haske sai muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ga tausanmu ya ga tausan bayu ne ya raka wannan damuna Allah ya kai ta lahiya. Ya Allah ya kai ta lahiya, Allah ya ba mu ya ba ku lahiya da za a cinta lafiya. Amma ba a fatan wani abu ya samu ga damuna. Amma gwamnati ya turo mu ya ce muna akwai kota kwana. Yau gwamnati yana nan yana sayan haƙi ɗimbi yana ashewa. Haƙin nan saboda inda aka ce kai nan wajen harka ba ta yi ba, talaka na Allah kama hannuna da gudu za mu zauwa mu bada shi kyauta. Au cours de cette mission, le ministre a visité un village affecté par les précipitations. Il a en outre procédé au lancement d'une vente à prix modéré de céréales aux paysans vulnérables. À Maradi, le ministre a visité le marché central de Maradi qui est actuellement en train d'être achevé. Retour à Niamey avec cette double cérémonie hier d'inauguration du tout nouveau siège du syndicat national des importateurs et vendeurs de voitures d'occasion et d'ouverture des assises du 3e congrès ordinaire de la dite structure, des assises qui ont notamment vu l'élection d'une nouvelle équipe dirigée par le président sortant du CINIVO. C'est désormais chose faite. Par ce geste, le syndicat national des vendeurs de voitures d'occasion entre en possession des clés de son tout nouveau siège construit sur fonds propres de la structure. Cette double cérémonie regroupant autour du directeur général du Conseil national des utilisateurs de transport public, les membres du bureau sortant du BEN CINIVO élargi aux délégués venus de 8 régions du pays, consacre à tout seigneur, tout honneur l'inauguration de ce tout nouveau joyau dans l'édification duquel la contribution du CNUT a plus que jamais été déterminante. Compte tenu du rôle très important joué par le CNUT dans l'aboutissement du dossier relatif au remboursement de l'acompte forfaitaire spécial, l'AFS, je voudrais vous faire un petit rappel de cet historique. L'acompte forfaitaire spécial est un acompte qui devrait être payé par les importateurs de véhicules d'occasion en transit vers le pays sans littoral. Cet acompte est remboursé à l'importateur une fois qu'il justifie la sortie du véhicule sur le territoire béninois. Dans la pratique, ce sont plutôt les acheteurs de véhicules qui payent l'AFS, donc l'acompte forfaitaire spécial, en lieu et place des importateurs, généralement basés à Cotonou. Après 2 ans d'âpres discussions entre les parties béninoises et nigériennes, le CNUT a pu arracher le remboursement à son compte avant de nous le transférer. C'est après cette lutte acharnée que nous étions rentrés dans nos droits et à notre tour, nous avions pris l'engagement de dresser cet édifice où nous nous trouvons actuellement. Rehaussé de la présence du vice-président de la Chambre de commerce du Bénin et des éminents d'autres invités, la présente cérémonie placée sous le parrainage du directeur général du CNUT a servi de cadre pour celui-ci de réitérer l'engagement de son institution à défendre en toutes circonstances les intérêts matériels et moraux des opérateurs économiques nigériens. Ce rôle, nous nous engageons à l'assumer avec beaucoup de responsabilité et avec beaucoup de disponibilité. Vous avez été témoin des 3e journées du chargeur nigérien que nous avons organisées les 6 et 7. Ces journées visent simplement à donner l'occasion à nos opérateurs économiques, à nos transporteurs, nos chargeurs, nos transitaires, d'être en contact direct avec les différents intervenants de la chaîne portière pour qu'ils échangent directement, poser leurs problèmes et trouver une solution. Donc nous allons continuer à jouer ce rôle et nous sommes disponibles 24 heures sur 24.
Une cérémonie hautement symbolique à l'issue de laquelle le Ben Sinivo a également procédé à l'ouverture officielle des travaux de son 3e congrès ordinaire. Des assises placées sous le signe de l'unité et qui ont vu la présence effective de l'ensemble ou presque des délégués issus de différentes sections du pays. La tenue de notre 3e congrès ordinaire statutaire témoigne de la vitalité de notre syndicat et de notre souci quant au respect de nos textes fondamentaux. Ce congrès sera l'occasion à analyser et à critiquer la gestion du Ben Sinivo de notre 2e congrès à ce jour. À cet effet, j'invite les congressistes au débat critique, démocratique et constructif. Je souhaite simplement que les débats se fassent dans la plus grande camaraderie syndicale. Un congrès dont les travaux soumis au contrôle des huissiers ont permis de passer au peigne fin et mettre à jour le statut et règlement de l'organisation, mais également d'adopter par acclamation le bilan du bureau sortant. Ainsi, après moult débats, le congrès a fini par accoucher d'un nouveau bureau par consensus dirigé par le tandem du président et du secrétaire général sortant du Ben Sinivo. Pas plus que la semaine dernière, on était un peu comme deux chiens méchants errant dans la rue. Par le dialogue, par la réflexion, on a pu s'entendre, dialoguer et trouver vraiment la nécessité de nous unir, donc de nous entendre, de nous tolérer et surtout de nous rendre le respect mutuel qui se doit à tout être humain pour vraiment bâtir actuellement ce bureau qui aujourd'hui venait d'être reconduit. Investi pour un mandat de 5 ans renouvelable, ce bureau nouvellement investi aura ainsi la lourde mission de conduire à bon port les activités du Ben Sinivo. Et pour ce faire, le président fraîchement réélu en appelle à l'union et à la cohésion de tous ses membres. Autre aspect de ce journal, la salle de conférence de l'hôtel de ville de Niamey a servi de cadre ce matin à l'organisation des conférences, débats rentrant dans le cadre de la célébration de la 3e édition de la Journée africaine de la décentralisation et du développement local. Le thème retenu pour cette 3e édition est la Charte africaine sur les valeurs et principes de la décentralisation, de la gouvernance et du développement local, stimuler le développement local durable en Afrique. Isidore Banaba. Faire la promotion de la bonne gouvernance locale à travers la sensibilisation et la mobilisation de tous les acteurs, tel est l'objectif de la Journée africaine de la décentralisation et du développement local adoptée en 2012 par l'Union africaine. Célébrée pour la première fois au Niger, la Journée africaine de la décentralisation permettra de donner aux acteurs une vocation plus pédagogique dans le développement des initiatives et actions favorables à la consolidation de la démocratie et la promotion de la bonne gouvernance. Dans cette optique, il sera mis en place un système de récompense pour la reconnaissance et la promotion de l'excellence dans la décentralisation et le développement local. Le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses prendra ainsi en rapport avec tous les acteurs des dispositions idoines pour qu'il en soit ainsi. Nous aurons ainsi contribué par la promotion de l'excellence à asseoir les bases d'une meilleure gouvernance locale. La bonne gouvernance, c'est sur quoi la ville de Niamey compte pour relever les multiples défis, a souligné le maire-président du conseil de ville de Niamey. Aux représentants du gouverneur de Niamey d'indiquer l'importance de cette journée pour les autorités locales. À cette occasion, tous les acteurs de la décentralisation auront à s'imprégner davantage des valeurs et principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local durable. Toute chose très chère à son Excellence Alhaji Mohamed Issoufou, président de la République, chef de l'État, et au chef du gouvernement Brigitte Raffini. Les thèmes qui seront développés, tels que le contrôle citoyen et le processus de transfert des compétences, sont significatifs pour nous, à plus d'un titre, car cela permet donc aux citoyens
de comprendre le contrôle de l'action publique et l'obligation de la collectivité territoriale de rendre compte aux citoyens. À l'occasion de cette 3e édition de la Journée africaine de la décentralisation et du développement local, des conférences débats seront organisées dans toutes les régions du Niger et des journées portes ouvertes seront organisées au niveau des sièges des conseils régionaux et municipaux, des chefs-lieux, des régions. Hier au Palais de Congrès de Niamey de la 2e édition du Salon des grandes écoles placé sous le thème Excellence enjeu de la réforme LMD, une rencontre dont l'objectif est d'informer et sensibiliser les étudiants et les nouveaux bacheliers sur la réforme LMD. Réunis pendant 3 jours autour du thème Excellence, enjeu de la réforme LMD, dans le cadre de la 2e édition du Salon des grandes écoles, les étudiants venus des différentes universités et grandes écoles de la sous-région et les nouveaux bacheliers ont été sensibilisés sur la réforme LMD et surtout ont pris connaissance des différentes filières, leur mode de fonctionnement et les conditions d'accès offertes par les grandes écoles. Ils ont été aussi outillés des techniques de recherche d'emploi. Au moment de se séparer, les étudiants et futurs étudiants se disent satisfaits du bon déroulement de cette 2e édition. De ce salon, j'ai retenu beaucoup de choses vraiment qui m'ont beaucoup impressionné. La collaboration entre le ministère et l'ensemble des acteurs de l'éducation et les différentes conférences nous ont permis en tout cas à chacun des participants d'avoir un plus. Je pense que oui, c'est une réussite, bien qu'il y a des améliorations à faire. Par exemple, le nombre d'étudiants et de bacheliers, vraiment, je pense qu'ils ne se sont pas venus en masse, mais je pense que bon, avec la 3e édition, on espère qu'ils pourront faire le déplacement. Nous repartons avec un sentiment de fierté, de mission accomplie, parce que l'objectif général, c'était de venir partager, discuter, faire connaître notre institution, et je pense que l'objectif a été atteint à 100%. Pour améliorer davantage l'organisation des prochaines éditions et surtout amener les étudiants à mieux appréhender la réforme LMD, les participants ont formulé des recommandations. Les différents acteurs doivent-ils conjuguer davantage leurs efforts afin de consolider et réussir à terme la réforme LMD. Mais les défis qui passent par l'internalisation d'éthique et la recherche de l'emploi sont nombreux et diversifiés et les autorités ministérielles doivent s'y mettre en renforçant techniquement, financièrement et matériellement les capacités d'accueil et de gestion des universités et grandes écoles. Ces dernières sont dans beaucoup de cas pionnières dans la pratique LMD avec leurs filières de formation nombreuses et diversifiées. Elles entretiennent un partenariat avec beaucoup d'autres institutions locales, régionales et internationales qui les préparent à affronter les affres de la mondialisation. Outils d'information et de sensibilisation des étudiants et nouveaux bacheliers sur le choix des filières, le salon des grandes écoles est pour les autorités actuelles un moyen qui permettrait à long terme de promouvoir une éducation de qualité pour un développement harmonisé de la cité. La longue marche de notre pays vers les lendemains meilleurs et vers le développement commence indubitablement par des offres de formation de qualité dans les filières les plus porteuses que vous offrez à notre jeunesse scolarisée, le timonier futur de ce développement ambitionné. Une telle disposition équipera de façon bénéfique tous les élèves aspirant à des études supérieures. Elle permettra également de conforter les étudiants et étudiantes dans leur choix de carrière ou leur permettra de se réorienter vers de nouvelles filières plus adaptées à leurs aspirations personnelles et aux besoins de développement du Niger. Pour permettre aux étudiants nigériens d'être au même niveau d'information sur les filières porteuses et sur les établissements d'enseignement supérieur nationaux et internationaux, il est envisagé d'organiser d'autres salons à l'intérieur du pays. Et puis les dernières pluies intervenues ces derniers jours ont occasionné des dégâts à la suite des inondations de la commune de Zender. Zender qui renoue du coup avec l'insalubrité, une situation qui ne semble guère pourtant préoccuper les autorités communales de la ville, n'est-ce pas, Moussa Adamou Garba? Au quartier Talkinstakwa, en plein centre-ville de Zender,
les populations crient au secours. Ils ont décidé de prendre les choses en main. Car depuis quelque temps, la mairie de Zender semble inexistante face à toutes les questions de salubrité de la ville. Pourtant, cette même mairie dispose de moyens adéquats et sûrs pour faire face à tous les problèmes d'insalubrité que vivent les pauvres populations. La mairie, on l'a contacté depuis le début, ils n'ont pas tenu promesse. Pourquoi on va l'attendre? On ne peut pas attendre la mairie. Pas possible, parce que les gens souffrent. Donc ils sont obligés vraiment de sortir eux-mêmes pour évacuer vraiment le danger qui est dans le camion. Et il y a beaucoup de dégâts. C'est ça même qui a mobilisé les gens des couloirs vraiment pour venir évacuer le danger. Nous avons vraiment dégagé les ordures. Nous avons mis ça dans les goudrons. Vous voyez les goudrons même, comment on dirait, est embaillé. Donc maintenant, grâce à ça, vraiment ça va mobiliser le maire pour venir voir ce qui se passe. Nous sommes ici au Grand Marché de Zender. Ce spectacle désolant que vous voyez dure depuis le début de la campagne hivernale. À ce problème d'insalubrité s'ajoute celui des inondations. En effet, plusieurs familles se sont retrouvées sans foyer. Les autorités communales n'ont même pas daigné visiter les sinistrés et les dégâts causés par la pluie. À tout cela s'ajoute l'insouciance manifeste des autorités communales face aux routes dégradées. Pauvres de nous. Voilà, c'est sur ces images en provenance du Damagaram que se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et passé d'agréables moments en compagnie du programme de l'H24. Au revoir.